Ces bruits, ces sons que vous venez d'entendre, c'est ceux d'un nagra. Le nagra, c'est un vieux magnéto à bande utilisé par les journalistes radio pendant les années 60, 70, 80. C'est une grosse boîte dans une mallette en cuir qui pèse 15 bons kilos, dans lequel il faut mettre des bandes pour enregistrer. Et donc, les journalistes radio de cette époque-là, des années 60, 70, 80, ils se travaillaient avec ce Nagra, cet enregistreur, sur le dos, tout le temps. Et ils avaient tous un point commun, d'ailleurs, c'est qu'ils avaient les disques, les vertèbres un peu écrasées, et qui boitaient souvent tellement le magnéto à bande, tellement il était lourd. C'était vraiment leur outil indispensable, et ce qui les distinguait finalement des autres journalistes. Et mon grand-père, François Ponchelet, était un de ces journalistes radio qui se trimballaient avec ses nagras. Pendant les années 70 pour RTL puis pour Europe 1, il a voyagé dans plus de 50 pays, vu les guerres, les conflits, les coups d'État, les élections de pape. Bref, il était ce qu'on appelle un grand reporter. Alors c'était un grand reporter, donc RTL, Europe, c'était aussi un père, un grand-père, et il est décédé le 3 mai 2021, il y a bientôt 3 ans. Et quand il est mort, il nous a laissé son Nagra, qu'on a toujours vu en fait, dont il se servait régulièrement. Il nous faisait écouter de temps en temps. Tiens, je vais te faire écouter une chanson d'Anna Marley. Tiens, je vais te faire écouter mes trucs au Vietnam, etc. Même s'il l'a ramené jamais, même s'il nous saoulait absolument jamais avec ça, il avait gardé ce Nagra. C'est celui avec lequel il est toujours parti en reportage. Et il avait gardé deux cartons. Deux gros cartons de déménagement qu'on a retrouvés dans le grenier de la salle de bain, dans lequel il y avait une centaine de bobineaux, c'est-à-dire d'enregistrements sur des bandes magnétiques. Alors c'était pas du tout trié, c'était pas du tout rangé, il y avait des petits morceaux de papier coincés dedans pour dire à chaque fois c'est Vietnam, guerre du Liban, etc. Et ça fait 3 ans qu'on regarde ces cartons, qu'on a écouté plusieurs fois les enregistrements et qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait ? Et on se dit que c'est trop dommage de les garder pour nous, parce que ces bobines, elles racontent une époque, elles racontent des pays, elles disent aussi ce que c'était le journalisme il y a 50, 60 ans, elles disent aussi ce qu'étaient les hommes, ce qu'étaient les femmes à cette époque-là, et on aimerait vous le faire partager. Donc à travers ce podcast, on va vous en faire écouter des extraits de ces bobines, et elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles commencent toutes de la même manière. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce jour-là, mercredi 30 avril 1975, une guerre de 30 ans vient de s'achever en 30 minutes. J'ai vécu, micro d'Europe 1 en main, ces instants historiques d'une formidable intensité dramatique. Ce que j'ai vu à Kolwezi est atroce. C'est le sommet de l'horreur et de la sauvagerie. Des charniers autour desquels rôdent les chiens, des cadavres mutilés, parfois décapités. Les cloches de la basilique Saint-Pierre viennent tout juste de sonner 5h moins le quart, et je crois qu'on peut dire qu'un événement sans précédent dans l'histoire récente de l'Église est en train de se produire. Après le retour au calme, des groupes ont commencé à former des barricades et à incendier des voitures dans le plus pur style mai 68, à ceci près qu'ici à Téhéran, l'armée tire. Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Le drapeau Viet Cong, rouge et bleu, l'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Mine. Urban Inter, est-ce que l'on peut savoir comment vous avez d'abord ressenti le verdict de la cour d'assises de Troyes ? Anna Marley, vous venez d'interpréter de tout votre cœur le chant des partisans. Le chant des partisans, c'est pour chacun un symbole de liberté, tout le monde le connaît. Par contre, vous qui en êtes l'auteur, les Français ne vous connaissent pas. Pourquoi ? 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Pour ce premier épisode, on a choisi une bobine sur laquelle il y avait marqué 18 et 19 septembre 1978, Tel Aviv. Alors la veille de ces 18 et 19 septembre, le 17 septembre, il y a eu la signature aux États-Unis des accords de Camp David entre le président américain Jimmy Carter et deux ennemis héréditaires, Israël, représenté par le Premier ministre Menachem Begin, et l'Égypte d'Anwar el-Sadat. Et ces deux pays qui étaient en guerre depuis des années, depuis 30 ans, parviennent à un accord de paix. Ce jour-là, François Ponchelet, donc mon père, le grand-père d'Arthur, il est en Israël pour recueillir tout simplement la réaction des Israéliens. Et il décide de se rendre dans une colonie israélienne qui est située dans le Sinaï. Donc ça veut dire que les gens qui sont installés là, depuis qu'Israël a conquis le Sinaï, eh ben, ces gens ils vont devoir probablement déménager, quitter leur territoire, quitter leur village construit. Et voilà donc le reportage qui découle de cette journée dans cette colonie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je viens de passer la journée à Yamit, la plus importante colonie juive du Sinaï, à 200 km au sud de Tel Aviv et à 20 km à l'intérieur des territoires occupés. Cette colonie, qui est en fait une véritable ville, témoigne du dynamisme que l'État hébreu a mis dans la colonisation des territoires conquis pendant la guerre du Kippour. Après avoir vu Yamit, après avoir parlé avec ses habitants, on comprend mieux le prix qu'Israël doit payer pour la paix avec l'Égypte. Il y a 3 ans encore, Yamit n'existait pas. Il n'y avait rien que des dunes de sable au bord d'une plage déserte. En 3 ans, 2000 immigrés juifs venus du RSS, d'Amérique, d'Argentine, d'Afrique du Sud et d'Afrique du Nord ont bâti une vraie cité. 450 confortables villas, une mairie, une synagogue, un supermarché, bref, depuis l'hôpital jusqu'à l'école en passant par la banque, rien ne manque, pas même la maison des jeunes et la piscine. Le tout avec des arbres, des fleurs, des bistrots, des restaurants, en 2 mots, une ville de vacances. Mais une ville entourée d'une double haie de grillages électrifiés, une ville surplombée par des miradors, gardée 24 heures sur 24 par des soldats en armes, une ville où l'on va à la plage, la serviette de bain d'une main et la mitraillette de l'autre. Car Yamit est en fait un avant-poste israélien où les habitants ont conscience d'être là avant tout pour la sécurité de l'État juif. C'est pourquoi beaucoup de gens disent là-bas « Begin a fait une erreur, il faut rester, abandonner Yamit est un crime ». D'autres au contraire estiment que la paix vaut ce sacrifice dans la mesure où ils ont confiance dans la sincérité de Sadat. Mais tous ont été d'accord hier soir après un meeting au forum de la ville pour envoyer une délégation à Jérusalem avec pour mission de faire pression sur la Knesset pour qu'elle refuse à Begin l'abandon de Yamit. Tel Aviv, François Ponchelet, Europe 1. Durant cette journée, dans cette colonie, il interviewe une femme, une Israélienne, installée justement dans cette colonie. Ça fait 1 an que nous habitons Yamit et nous sommes très contents et c'est avec grande peine que nous avons appris la décision de Begin. Et cette décision, vous allez vous y plier ou non? Si on est obligé, on s'y pliera, mais c'est vraiment très difficile, on n'arrive pas à en croire. En fait, vous êtes très bien installé ici. Oui, on est très bien installé. Mon mari vient d'ouvrir une usine de télévision et vraiment c'est très dur pour nous aussi de quitter cette région. Mais en venant ici, vous saviez que ça ne serait peut-être pas éternel? Non, on ne pensait pas que cet endroit serait rendu un jour. On n'avait aucune idée là-dessus. On était presque sûr que c'était pour tout le temps. Mais vous pensez que Begin a quand même bien fait de faire ses concessions en échange de la paix ou non? Oui, on pense qu'il a bien fait. Et si c'est pour la paix durable et éternelle, ça vaut la peine. Mais si on n'a pas confiance aux Arabes, on n'a pas toujours confiance en eux et on ne sait pas si vraiment ce shalom sera un vrai shalom. Comment est la vie ici? Ça ressemble un peu à un village du club méditerranéen, on est au bord de la mer, il y a du soleil. Oui, on est très bien, on a l'impression, même en travaillant, qu'on est toujours dans une maison de repos. Et les enfants sont très heureux, pour eux c'est le paradis. Il y a absolument tout ce qu'il faut, c'est une vraie ville. C'est une vraie ville, rien ne manque. Pourtant, vous n'êtes pas tellement en sécurité, vous êtes en milieu hostile, la ville est entourée de grillages, il y a des avions qui passent en permanence au-dessus de vous. On sait qu'on est très bien gardé, il y a l'aviation militaire, il y a beaucoup d'armées parmi nous, et on a confiance. Il n'y a jamais eu d'attentat ici? Non, jamais, il n'y a aucun attentat. Et même on a pris l'habitude avec les Arabes qui sont aux alentours, et on est amis avec eux, et quand on descend à Rafia ou qu'on descend à Haza, on est très bien avec eux. On n'a jamais rien eu. Il y a eu hier soir un meeting assez houleux. Les gens ont manifesté leur mécontentement. Oui, certains ont manifesté, certains étaient pour le shalom, certains étaient contre le shalom.
Et ils veulent se réunir et prendre une décision, aller monter jusqu'au gouvernement, à Beta Knesset, et discuter. Ils ne sont pas d'accord sur ce point de vue de Begin. Actuellement, la ville n'est pas terminée. Quand on arrive, on voit encore qu'il y a des villas en construction. C'est arrêté tout ça maintenant? Non, c'est pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Les constructions jusqu'à présent ont continué. Et la vie est toujours la même. Vous êtes pour un grand Israël en guerre permanente, même si c'est une guerre froide, ou pour un petit Israël en paix? Je suis pour un petit Israël en paix plutôt qu'un grand en guerre. J'ai des garçons et je ne tiens pas à ce qu'ils aillent à la guerre. Je préfère qu'il y ait le shalom et que tout s'arrange pour le mieux. Voilà, c'était le premier numéro de ce podcast qu'on a décidé naturellement d'appeler 5-4-3-2-1-0 et d'enregistrer sur le Nagra sur des bandes. Et il faut quand même qu'on vous raconte un truc un peu bizarre qui vient de nous arriver. En fait, donc ça fait 3 ans qu'on tourne un peu en rond à se demander qu'est-ce qu'on fait, etc. Et là, aujourd'hui, on a décidé de sortir le Nagra, d'enregistrer, de s'y mettre, de préparer ce premier numéro. Et au moment précis où on a commencé à enregistrer, à préparer le podcast, bim, le Nagra tombe en panne. Plus rien, il voulait plus rien savoir. Il a fallu qu'on le retourne, qu'on enlève toutes les piles. Il y a 12 énormes piles comme on n'en fait quasiment plus. Et le truc s'est mystérieusement arrêté, comme si là-haut, il y a quelqu'un qui nous disait « les petits gars, touchez pas au matos, quoi ». Mais t'inquiète pas, on va bien s'en servir et on va faire ça proprement. Et à bientôt donc pour un nouveau numéro de 5, 4, 3, 2, 1, 0.